Alors, j'appelle sur le plateau 8 candidats qui sont des candidats qui ne sont pas des politiciens de métier, mais qui sont des engagés de vocation et qui vont venir exprimer les uns et les autres le pourquoi de leur présence sur les listes Europe citoyenne. Alors j'appelle d'abord, ils vont venir les uns après les autres, parler un tout petit peu et s'exprimer. Il faut que vous alliez sous la lumière. Il faut que j'aille sous la lumière, je ne prends pas la lumière, je suis navré. J'appelle Philippe Debrosse, qui est là. Oui, le voilà. Alors Philippe Debrosse, qui est un des pionniers de l'agriculture bio, un des pionniers du label AB, du feu label AB, et dont certains d'entre vous ont peut-être fréquenté les entretiens, qui s'appellent maintenant les entretiens de Sologne, dans sa ferme. Donc, en 2 mots, en 2 minutes, c'est presque 2 mots, pourquoi vous êtes là, vous, et ce que représente cet engagement dans la liste Europe citoyenne. Je suis là. D'abord, bonsoir à tous, et puis merci de cette invitation et de me donner ce privilège de dire quelques mots. Je suis là parce que moi, je travaille avec Corinne depuis au moins une quinzaine d'années sur tous ces sujets. Elle fut l'une des premières, d'ailleurs, à m'appeler lorsqu'elle était ministre de l'Environnement. J'en étais tout surpris, d'ailleurs, complètement chamboulé. Elle m'appelle sur mon portable pour me dire je suis intéressé par ce que vous faites, le ministre. Oh, ça fait plus de 15 ans à peu près, oui, ça fait 20 ans au moins, oui. Et ensuite, j'ai suivi tout son parcours, j'ai accompagné aussi comme j'ai pu tout le travail fait sur les OGM, tout le travail juridique qu'elle a accompli, voilà. Et je vous l'avoue, surtout pour elle que je suis là. Ça rejoint évidemment mon action militante sur les divers sujets, protection de l'environnement, retour à la Terre. La Terre va devenir quelque chose de très important. D'ailleurs, on voit s'amorcer partout, et pas seulement en France, mais sur la planète, tous ces mouvements citoyens qui retrouvent les bienfaits de la Terre, qui pensent qu'il faut absolument se rapprocher de la Terre, qui est probablement notre refuge le plus sûr pour les années un peu compliqué que nous allons connaître. Voilà. Je ne sais pas quoi dire plus. Simplement, je souhaite beau succès à cette liste Europe citoyenne, dont je suis fier d'être d'ailleurs le deuxième de la liste. On a mis, grâce à Corinne, des femmes, seulement des femmes. Voilà. Enfin, moi, je l'ai écrit dans La Terre malade des hommes, qu'il fallait faire confiance à la lumière yin, déjà il y a depuis 1990. Donc, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Je pense que les femmes ont un rôle très important à jouer pour les années qui viennent. Elles ont déjà joué un grand rôle, mais là, ça va être très important parce qu'elles vont changer un peu cette mentalité de conquérants, de ces hommes un peu machos qui nous ont emmenés que la guerre. Voilà. Pardon, messieurs, hein, j'espère que je ne vais pas me faire mal voir et écharper à la sortie, mais quand même, on a besoin de ce changement que peuvent apporter les femmes. Merci. Philippe Debrosse, merci. On va peut-être nous apporter des chaises pour qu'on puisse s'asseoir. J'appelle maintenant Jean-Luc Touly, qui est syndicaliste à Veolia, qui a connu bien des combats. Pardon, j'avance. Il est responsable aussi d'Anticor, qui est une association qui se bat contre la corruption. Et il était avant sur Europe Écologie. Et il a rejoint Corinne Lepage. J'ai résumé à peu près. Vous avez parfaitement résumé. Je suis venu, parce que je connaissais Corinne depuis quelques années par rapport à son combat, son parcours, mais je suis aussi venu parce que les têtes de liste étaient des femmes, et j'aime les femmes. Et donc c'est une des raisons inavouables. J'ai écrit aussi un livre sur l'eau des multinationales, les vérités inavouables. Donc c'est toutes ces raisons-là qui m'ont fait rejoindre Corinne et quitter quelque part le groupe Europe Écologie. Je suis conseiller régional en Île-de-France, et malheureusement, la politique, la déliquescence des partis politiques, on le voit, la classe politique est complètement, je ne dis pas corrompue, mais c'est la lutte des places, quoi. C'est pas la lutte des classes, c'est la lutte des places. Donc tout ça, les convictions qu'ont les élus sont vite remplacées par comment je pourrais me faire élire la prochaine fois.
hein. Et pour ne plus travailler, j'aimerais bien un peu cumuler. Je suis dans l'association Anticor, Corinne y est aussi depuis des années, contre le cumul des mandats, contre les lobbies qui sont extrêmement présents dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'armement, de l'industrie pharmaceutique au niveau de l'Europe. Donc c'est toutes ces raisons qui m'ont fait rejoindre Corinne, qui aussi est mon avocat dans une affaire un peu étonnante au niveau du Comité national de l'eau, qui est dirigé par un député socialiste du Gers, M. Jean Launay. Jean Launay qui aussi préside le Cercle français de l'eau, dont le délégué général permanent est le directeur de Veolia. Vous voyez, c'est un léger conflit d'intérêts. Et il a pris une mesure par une délibération qu'il a fait voter sans que les 150 membres aient eu l'information avant. Alors, on représente un certain nombre de personnes. Donc, c'était un vote personnel sur la gouvernance de l'eau qui faisait que les industriels, les usagers industriels représentaient le tiers des usagers, les usagers agricoles, donc la FNSEA, représentaient l'autre tiers, et les usagers domestiques, c'est-à-dire les consommateurs, les environnementalistes, un tiers. C'est pour ça que, dans le domaine de l'eau, les vice-présidents qui représentent des usagers sont toujours soit un représentant du BNF, soit le président de Veolia ou de Suez. Donc, évidemment, ça ne marche pas bien. Alors, je reviens aussi de Thessalonique, parce qu'il y a un référendum du fait que la Commission européenne a imposé, pour lutter contre le déficit public, la privatisation des services publics de l'eau d'Athènes et de Thessalonique. Évidemment, Suez est derrière, Veolia un petit peu aussi. Et là, le résultat du référendum a montré que 98% des votants ont voté contre la privatisation des services publics de l'eau. Mais le gouvernement grec a dit « je m'assois dessus ». Maintenant, on verra bien la suite. Donc, je suis venu aussi pour que ces services publics essentiels restent des services publics, alors qu'ils sont beaucoup délégués au privé. Je suis aussi par ailleurs juge prud'homal à Paris, et il serait bon que justement ces instances prud'hommes qui protègent un peu les salariés en France soient étendues au niveau européen. Je pense que ça serait une bonne chose. Et puis, avec d'autres, nous sommes un peu des lanceurs d'alerte dans différents domaines. La protection des lanceurs d'alerte en France est faible. Je crois qu'il serait bon de faire un statut européen des lanceurs d'alerte pour que justement des cadres, des syndicalistes puissent dénoncer les dérives, la corruption financière. Et enfin, je voudrais donner, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une manifestation demain devant l'Assemblée nationale de tous les syndicats de Veolia, puisque Veolia est obligé de licencier 3500 personnes sur 13 000 dans le domaine de l'eau, tout simplement parce que des élus ont eu le courage, à droite comme à gauche, de remunicipaliser la gestion de l'eau. Et Veolia est obligé de baisser de 50% l'eau à Montpellier, par exemple, juste avant la décision, ce qui fait évidemment poser beaucoup de questions aux autres élus en disant si vous pouvez baisser de 50%, c'est que vous nous avez grugé et pourquoi vous ne le faites pas à côté. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Corinne, pour moi, est quelqu'un, mais Jean-Paul Joly l'a dit, quelqu'un qui est, par son parcours, par son rôle de député européen, est absolument indiscutable. Malheureusement, ce n'est pas le cas, notamment de Rachida Dati, qui touche 500 000 € pour faire voter des lois en faveur de Suez GDF, et je vous remercie. J'appelle sur le plateau Marie-Odile Berthella-Geoffroy, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'ancienne juge du pôle santé, qui a connu tous les grands dossiers santé où les lobbies sont montés au créneau. Vous connaissez l'affaire du sang contaminé, l'hormone de croissance, l'amiante. Elle réclame un parquet européen pour mener une enquête au niveau requis. Et vous savez, c'est la question, hein, je la pose parce qu'elle la pose de manière régulière. Pourquoi le procès sur l'amiante a réussi à déboucher en Italie? Pardon? Pourquoi le procès sur l'amiante a réussi à déboucher en Italie et à condamner un certain nombre de responsables? Et pourquoi il n'a jamais abouti jusqu'à aujourd'hui en France? Voilà, je vous donne la parole à la fois sur votre engagement personnel, qui est long, têtu, volontaire, et également sur votre inscription sur ces listes.
Oui, c'est en fait l'expérience que j'ai eue de ces affaires de santé publique, où on voit à chaque fois des lanceurs d'alerte qui ne sont pas entendus, des lobbies qui sont très puissants et des experts qui ne sont pas indépendants. Et donc, en ce qui concerne l'Europe, ce que j'ai remarqué dans tous ces dossiers, c'est l'Europe qui nous pousse, c'est l'Europe qui fait des directives en ce qui concerne la santé et l'environnement. Et c'est vraiment ce à quoi je tiens, c'est la protection de la santé et de la vie des citoyens normaux, des citoyens européens, des travailleurs. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de l'Europe. Et c'est pour ça que Corinne Lepage est soutenue par beaucoup de gens qui ont les mêmes idées et les mêmes combats, puisqu'elle est aussi avocate. Et le droit est une arme. Le droit est une arme pour faire modifier la jurisprudence, et l'Europe nous donne des jurisprudences qui sont très très intéressantes et très importantes pour la protection de la vie, la sécurité humaine. Je partage absolument tout le travail de Corinne. J'ai participé avec elle au Grenelle, à la suite du Grenelle de l'environnement. C'est à partir de là que j'adhère complètement à ce qu'elle fait. Et au moins, Corinne, j'espère qu'elle sera élue parce que c'est du travail qu'elle fait. Elle est dans l'action et elle est près des citoyens. C'est une Europe citoyenne. Le mot a tout à fait été bien choisi. Et ce que j'espère, c'est qu'elle soit élue. Voilà. Merci. Ça, je peux confirmer que Corinne Lepage, quand elle est sur un dossier, elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas. J'appelle sur le plateau Yannick Vezet-John. Voilà. Voilà, pardon, voilà. Donc Yannick est responsable d'une association d'intégration dans les cités. Il a écrit un livre que j'avais lu d'ailleurs, qui s'appelle La France multicolore mécanique, qui est un clin d'œil à Orange Mécanique, et qui est pas mal du tout. Alors voilà, la question est la même. Comment vous vous inscrivez dans ces listes par rapport à votre engagement à vous? Déjà, je vais pas être très original, parce qu'on l'a tous fait, mais je tiens à le faire. C'est un grand merci à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui m'ont permis aussi de m'exprimer dans ce groupe Europe Citoyenne, dans ce nouvel élan qui est nécessaire aujourd'hui. Je m'y sens bien. Déjà, c'est des têtes de liste femmes et je me sens à l'aise. Je me sens un peu couvé. Et surtout, être avec des gens de très grande qualité, c'est vraiment la classe, donc premier point. Deuxième point, c'est effectivement, oui, il y a des convictions qui sont miennes, qui sont, à mon sens, essentielles aujourd'hui, notamment au niveau de la jeunesse, cette jeunesse oubliée. Moi, je suis très attaché au fait de donner la parole à la majorité silencieuse. On est dans une époque difficile où les discours simplistes font beaucoup de mal à la France, où il est de bon ton d'affirmer son patriotisme à tout va, comme si celui qui allait le créer le plus fort allait être meilleur français que l'autre. Non, moi j'ai une autre manière de prouver mon patriotisme dans mon quotidien. Depuis un certain nombre d'années auprès de la jeunesse, de par mon travail et par mes activités bénévoles, ça passe par accompagner les jeunes dans des projets européens de mobilité, et c'est aussi tout bête par faire des spectacles de marionnettes pour les enfants malades. Voilà, c'est toutes ces choses-là que je juge très importantes. L'Europe, qu'est-ce que j'attends de l'Europe? C'est qu'elle puisse aujourd'hui permettre l'égalité des chances, qu'elle puisse parler à la jeunesse, qu'elle puisse faire en sorte que la jeunesse prenne toute sa place et qu'elle comprenne que cette dimension citoyenne est aujourd'hui extrêmement importante. Que dire de plus? Il y a plein de dispositifs qui existent. Erasmus+, qui permet la mobilité, le programme européen de jeunesse en action, qui malheureusement passe à côté du public cible, qui est les jeunes avec moins d'opportunités. Je souhaite aller plus loin là-dessus. Je souhaite vraiment qu'on puisse avoir des lobbyistes, mot cher à Richard Hasselmann, citoyens au Parlement européen, pour faire valoir ces valeurs-là. Moi, je souhaite une Europe des valeurs, une Europe de la paix comme elle l'est, une Europe de la solidarité, du respect des différences, une Europe qui ne cède pas aux extrémismes, et surtout une Europe qui a compris que les citoyens amènent une autre manière de voir la politique. La politique, pour moi, c'est pas être démagogique, c'est pas essayer de dire ce que les gens veulent entendre, c'est être vrai, être réel. Et notamment au niveau de la jeunesse, je pense qu'il est extrêmement important d'arrêter de penser qu'on doit vendre du rêve à la jeunesse.
l'Union européenne, le monde politique doit permettre à la jeunesse de rêver, doit lui donner le droit de rêver. Et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je soutiens Corinne Lepage et je soutiens toutes les femmes qui sont là ici et que je vous remercie parce que cette salle est très très belle. Merci. Merci. Asseyez-vous. J'appelle sur la scène ou le plateau Yannick Monget, qui est auteur, romancier maintenant, aux éditions de La Martinière, et qui a beaucoup travaillé sur la visualisation des simulations du GIEC à échelle 20-30 ans, même plus, c'est-à-dire à la fin du siècle, c'est-à-dire là où c'est le pire. Donc, même question, et votre réponse à vous. Alors bonsoir à tous, merci aussi beaucoup pour l'invitation. Mon travail, effectivement, alors je suis prospectiviste, auteur à La Martinière. Alors, vous connaissez le travail de Yann sur la Terre vue du ciel ou Home. Lui, c'est la Terre vue du ciel. Moi, c'est plutôt la Terre, effectivement, vue dans l'avenir. C'est un travail qui part du constat, effectivement, que les scientifiques n'est pas forcément toujours très bons en termes de communication. Et tout ce qui se dit au niveau du GIEC, c'est vrai que quand les rapports sortent, alors déjà, il y a peu de personnes qui les lisent en entier parce que ce sont des sacrés pavés. Mais même les synthèses ne sont pas forcément toujours abordables. Et Yann, il y a des années de ça, quand il a fait justement la Terre vue du ciel, m'avait donné cette idée, la force de l'image pour faire passer en fait un ensemble d'informations. C'est de là qu'est parti mon travail d'auteur et que j'ai commencé à avoir l'idée de transformer les rapports du GIEC notamment, mais pas seulement. Il y a aussi des rapports qui viennent de l'OMS, de l'ONU en général, en images, en photographie. Ça a donné des ouvrages, entre autres à La Martinière, chez Abrams à New York, des ouvrages qui ont donné des grandes expositions, qui ont circulé ici en Europe, à Paris, Munich, mais aussi en dehors, à Vancouver. Et ma formation à moi, elle est paléontologue. C'est-à-dire que mon travail initial, c'était de travailler sur les crises biologiques, mais passées, notamment celle du Trias, qui a vu la plus grande perte en termes de biodiversité dans l'histoire de la vie sur Terre, et puis celle un peu plus récente après du Crétacé-Paléocène. En travaillant sur ces problématiques-là, c'est là que j'ai compris la gravité incroyable de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et je pense que la gravité est telle qu'il faut vraiment des personnes aujourd'hui, en niveau politique, qui déjà ait l'ouverture d'esprit pour comprendre cette gravité de situation. Et je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui ne comprennent pas ce qui est en jeu et ce qui est en train d'arriver. Et Corinne fait partie effectivement des très rares personnes qui, pour moi, a tout simplement les pieds sur terre. Elle a vraiment compris déjà. C'est la première chose. Et puis elle est pragmatique. C'est-à-dire qu'elle va aussi proposer déjà des solutions. Elle en a proposé concrètement en tant que ministre. Elle a fait du travail sur le diesel dont on parle en ce moment. Déjà à son époque, elle s'est déjà battue là-dessus. On partage les combats effectivement ensemble contre Monsanto, entre autres, que j'ai beaucoup attaqué dans Terre d'avenir. Plus récemment sur la thématique du nucléaire, qui pour moi est, avec le réchauffement climatique, la plus grande problématique à laquelle l'humanité va être confrontée ces prochaines années. D'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire, si on a un accident ici en Europe ou ailleurs. Et là, effectivement, alors là, pour le nucléaire, vous verrez, les frontières n'existent vraiment pas. Donc là, c'est vraiment l'Europe. On est tous liés entre nous. Ah oui, non, mais nous, on a des bons douaniers. On a des douaniers exceptionnels qui arrêtent la radioactivité. Mais oui, c'est vrai, notre Pacifique à nous, quand il y a eu Fukushima, la radioactivité est allée dans le Pacifique. Mais nous, notre Pacifique à nous, c'est l'Europe. Ce sont des thématiques et des sujets que l'on doit traiter obligatoirement de manière européenne. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous dépendants les uns des autres à ce niveau-là. Donc il est essentiel d'avoir, au niveau du Parlement européen, des personnes comme Corinne, effectivement, qui partagent cette vision et qui vont justement aller contre l'intérêt de certains lobbies, notamment au niveau d'Areva, TEPCO pour le Japon, mais Areva chez nous, ou d'autres, voilà, sur ces thématiques qui, pour moi, sont essentielles. Donc voilà la raison de mon engagement, c'est cette proximité dans les idées, dans les valeurs, et ce combat contre les lobbies. Merci. Asseyez-vous. Alors, on va retrouver les lobbies. J'appelle sur le plateau Joël Spirou, qui fait partie du Trigène, que Corinne Lepage anime également, et qui
et qui s'est illustré dans bien des combats, parmi lesquels celui de l'affaire, comme on dit, Seralini. Donc, je recommence à poser la question, pourquoi vous êtes là? Le lien avec le CRIGEN et vos recherches, qu'attendez-vous de l'Europe? Eh bien, écoutez, merci d'abord, merci à Corinne. Si je suis là, mesdames, messieurs, c'est pour Corinne, naturellement, mais c'est une vieille histoire. Cette histoire, elle commence il y a une trentaine d'années, quand je me suis installé comme médecin généraliste, et j'ai très vite compris que je soignais des gens qui ne devraient pas être malades. Alors ça m'a serré un petit peu à la gorge, et je me suis dit, on court après les soins. On est dans un système de soins et on fait bien le soin. Nous, médecins, on est formatés pour faire du soin de qualité et on le fait. Par contre, l'anticipation, on ne la fait pas. Et chemin faisant, j'ai travaillé sur les pathologies environnementales. Et il y a 15 ans, j'ai envoyé une lettre à Corinne Lepage, qui venait juste finir son mandat de ministre, en lui disant, écoutez, voilà, je suis médecin expert. Je m'intéresse aux problématiques santé environnementale. Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Et à ce moment-là, Corinne venait juste de monter le CRIGEN avec Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Seralini. Elle m'a dit, écoutez, rencontrez Gilles-Éric Seralini. Et depuis ce temps-là, donc depuis 15 ans, je partage mon temps entre la médecine générale et la recherche avec Gilles-Éric Seralini. Et donc, je suis au CRIGEN et je travaille avec Corinne au CRIGEN depuis 15 ans, et c'est à la fois un réel plaisir et aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que nos échanges dans le CRIGEN, qui est un comité transdisciplinaire, multidisciplinaire, c'est vraiment un réel plaisir et ça fait grandir. Et notre travail principalement, c'est un travail sur l'évaluation des produits chimiques, en particulier des pesticides et des OGM. Alors, voilà, qu'avons-nous mis en évidence? C'est que l'évaluation des produits chimiques, quels qu'ils soient, des pesticides, des OGM et aussi des autres, même des médicaments, ne sont pas à la hauteur de leur tâche, hein, et qu'il va falloir réévaluer tous ces produits-là qui sont responsables, et je vous passe la litanie de toutes ces pathologies, cancer, malformation néonatale, maladies neurodégénératives, etc. C'est un vrai scandale. La dernière étude en date que nous avons sortie, c'est que nous sommes aperçus que les pesticides étaient terriblement mal évalués, puisqu'on évalue uniquement la molécule dite active. Pour parler de Monsanto, puisqu'on en a déjà parlé ici, et du Roundup, eh bien, la molécule active est le glyphosate. Simplement, le glyphosate est évalué sur 2 ans sur des rats et pas le Roundup dans sa formulation globale. Et on a mis en évidence une étude qui est sortie en début d'année. Sur 9 pesticides différents, 8 ont des effets dans leur globalité, dans leur formulation globale, de 2 à 1000 fois supérieurs sur des cellules humaines que les molécules et les principes actifs qui ont été testés. C'est un vrai scandale de santé publique. À la suite de cela, si on avait des gouvernements dignes de ce nom, ces produits auraient dû être mis sous moratoire ou voire interdits. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Et Corinne, dans ce travail-là, nous soutient énormément depuis 15 ans. Et fait un travail colossal. C'est une lutte contre les lobbies. Et si je suis à Europe Citoyenne, c'est pour soutenir par les travaux Corinne et puis aussi toute l'équipe d'Europe Citoyenne, et aussi pour finir par obtenir au sein de l'Europe que l'on puisse mettre sur pied une hygiène chimique. Comme Pasteur, il y a 100 ans, a mis sur pied l'hygiène bactérienne, eh bien, le devenir et l'avenir de l'Europe ne passera que par une hygiène, la mise en place d'une hygiène chimique. Sinon, on continuera à soigner des gens qui ne devraient pas être malades, avec son cortège de coûts sociaux d'abord, et puis de souffrance. Parce qu'on n'évalue jamais non plus la souffrance à la fois des malades, mais aussi de leur entourage proche. Donc voilà... moi, je suis en admiration, je vous le dis tout simplement, devant Corinne, devant le travail qu'elle fait. Et puis, j'essaie tout à fait modestement, avec l'équipe du CRIGEN, avec Gilles-Éric Seralini, qui a été, vous le savez, très bousculé après notre étude sur des rats de 2 ans, qui elle aussi aurait dû nécessiter un embargo ou tout au moins un moratoire sur tous les OGM mis sur la planète qui sont mal évalués. Eh bien, on essaie de soutenir les actions à notre mesure de Corinne. Et moi, je lui souhaite bonne chance parce qu'elle le mérite. Merci Corinne.
juste une chose en relais avec ce que vient de dire Joël Spirou, on aurait pu attendre, après toute cette affaire autour de Serralini, quoi qu'on en pense, de l'étude, que les critiques soient justifiées ou pas, on aurait pu attendre qu'une étude soit diligentée par les organismes publics, allemands, français, européens. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça devrait être le cas. Ça a été annoncé et ça n'est pas fait. C'est troublant. J'appelle sur le plateau Victor Ferreira, que je ne connais pas. Bonjour. Victor Ferreira, qui est parmi l'un des fondateurs du commerce équitable à travers Max Havelaar, et qui par ailleurs aujourd'hui préside, on peut appeler ça une ONG, une association, c'est une entreprise sociale. Une entreprise sociale, Humanity. Donc c'est à la fois, il y a à la fois la nouveauté, l'humanité, l'entrepreneuriat. Donc même question. Absolument. Écoutez, moi depuis 20 ans, ce qui m'intéresse, c'est l'économie aujourd'hui. Est-ce qu'on l'accepte telle qu'elle est ou est-ce qu'on peut la changer? Ma conviction, c'est qu'une économie au service de l'homme, c'est possible. Une économie qui respecte la planète, c'est possible. Il y a 15 ans, quand j'ai lancé le commerce équitable avec Max Havelaar, c'était absolument utopique. Parce qu'en plus, ce que je pense, c'est que cette économie nouvelle, qui en fait existe déjà depuis longtemps et dont on en parle peu, cette économie positive, eh bien, elle ne vient pas de là-haut, elle vient de la base, elle vient des citoyens. Et la démarche de Max Havelaar, au départ, eh bien, c'était à partir des citoyens consommateurs, on peut agir et on peut faire bouger l'économie. Aujourd'hui, cette économie est en train de changer de façon extraordinaire, même si on n'en parle pas. On a la production bio, écologique, le commerce équitable, mais on a aussi la commercialisation, notamment l'économie de proximité, on a l'économie collaborative, on a aujourd'hui des entreprises qui s'engagent dans une consommation différente et puis dans un marketing différent parce qu'ils proposent des produits qui répondent aux besoins des entreprises. Donc il y a des choses, des consommateurs. Et puis il y a aussi des entrepreneurs. Il y a 20 ans, quand vous alliez à HEC, s'il y avait une personne, un étudiant qui s'intéressait à une économie différente, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines d'étudiants qui veulent entreprendre autrement. Et ça, je trouve extraordinairement positif parce que pour moi, ça, c'est l'avenir c'est l'économie du 21e siècle. Pour l'Europe, pour moi, il y a 2-3 sujets fondamentaux. D'abord, l'économie. C'est quand même incroyable. Il y a 40 ou 50 ans, on créait la PAC, politique agricole commune, avec un objectif qui était de donner à manger à tout le monde et qu'on ait une autonomie alimentaire. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur qui est celui de l'emploi. Mais il n'y a rien. Il y a des petites choses. Quelle cohérence internationale pour faire en sorte que l'emploi soit réellement la priorité? On a aujourd'hui un enjeu énergétique. Quand est-ce qu'on va mettre en place une vraie politique énergétique européenne pour faire cette transition énergétique dont on a vraiment besoin? On voit en ce moment Alstom et compagnie, c'est vraiment l'exemple type qui nous montre ce qu'on n'a pas fait. Et puis l'économie, c'est aussi l'économie citoyenne. Comment on va favoriser toutes ces multitudes d'initiatives citoyennes qui contribuent au changement d'économie? Cet engagement, cette Europe citoyenne me semble un deuxième enjeu fondamental. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout de l'Europe, ou quasiment tous, sauf les personnes qui sont là présentes. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'Europe quand on n'en parle pas, quand on sent que ça ne sert à rien de voter? C'est ce que perçoivent la majorité des gens. Il y a un enjeu de démocratisation de la politique d'une façon générale et de l'Europe en particulier. Et puis pour terminer, je dirais que c'est un sujet dont on ne parle jamais en politique. C'est le bien-être des gens, tout simplement. C'est un sujet qui n'est pas traité par le politique parce que ce n'est pas leur domaine d'intervention. Et si on mettait le bien-être des gens comme cadre fondamental de l'action politique? Les Danois, je vous donne un exemple, qui sont connus pour être les personnes les plus heureuses quand on fait les études mondiales, ils ont un institut du bonheur. Et si en politique on parlait de bonheur et on parlait de bien vivre, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Merci. Donc j'appelle sur le plateau Bouchra Azouz, qui est là. Voilà. Bonjour. Bouchra Azouz est l'avocate de ce qui est convenu d'appeler le féminisme populaire. Hein, c'est un peu ça? C'est ça, ouais. C'est bien résumé.
mais aussi avec une attention extrême à la relégation sociale, etc. Donc voilà, même question. Pourquoi vous êtes là et quel rapport avec l'Europe et qu'attendez-vous de l'Europe? Alors d'abord, je suis là parce que j'ai fait une rencontre formidable, une rencontre avec Corinne, et j'ai été extrêmement touchée par sa personne et par son engagement. C'est vrai que du fait de mes fonctions au sein d'une grosse association féministe, j'ai rencontré énormément de politiques, voilà, qui étaient ni putes ni soumises, donc j'étais secrétaire générale. Et c'est là que j'ai commencé à développer cette pensée du féminisme populaire, parce que c'est vrai qu'on a très peu, il faut le reconnaître, de féministes qui s'intéressent en fait aux femmes issues des classes populaires et aux problématiques qu'elles soulèvent, qui sont en réalité les problématiques de la société tout entière, et qui mettent en évidence en fait à la fois les dysfonctionnements de notre société, mais aussi les inégalités structurelles de notre société. Donc je reviens à Corinne, en fait, j'ai rencontré énormément de politiques, de gauche comme de droite, et je dois reconnaître que j'ai été vraiment extrêmement touchée par la personnalité de Corinne, par sa sincérité, par son engagement, par ses valeurs, et surtout par sa très grande proximité aux gens, en fait. Et je crois que ce dont on souffre aujourd'hui en politique, c'est de ce très grand décalage qui existe entre des professionnels de la politique, qui sont des politiciens à vie, qui sont dans des tactiques, qui sont dans des... effectivement, tout à l'heure, un collègue disait on est plus dans une question de poste, et on se détourne totalement en fait de la question qui touche à la vie au quotidien des gens, au point que on arrive à des aberrations absolument incroyables dans notre société, notamment ce que je dis souvent sur la question des services publics, où on se rend compte que finalement on n'est plus au service du public, et je crois que la politique de manière générale n'est plus au service des citoyens. Donc j'ai été absolument sensible, moi, d'abord au Rassemblement citoyen, puisqu'on s'est rencontrés en fait pendant la campagne présidentielle avec Corinne. Il y avait beaucoup d'hommes autour de nous, et force est de constater quand même que ces hommes-là, qui étaient aussi avec nous dans cette espèce de dynamique de vouloir lancer un courant de centre-gauche, ben, ils étaient tous absolument égocentrés, et tout ce qui les intéressait, c'était de savoir quelle posture il fallait adopter pour essayer de séduire Hollande et peut-être d'avoir un poste ici ou là. Et finalement, ben, il ne restait plus que nous deux. Il ne restait plus que deux femmes, en fait, un peu peut-être utopistes, croyant probablement que notre vision de la société et nos engagements pouvaient faire changer les choses. Et moi, je revendique le fait que je suis une utopiste féministe, et ça ne me pose pas de problème. Donc voilà la première chose que je voulais dire concernant ma rencontre avec Corinne, qui est une rencontre exceptionnelle. Et je suis là par amitié pour elle, parce que comme je suis en plein tournage d'un film, j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment par amitié et par conviction aussi que j'ai accepté de faire partie de la liste Europe citoyenne. Je trouve que de toutes les façons, la solution, elle viendra justement de la rencontre, de la dynamique de gens de très grande qualité, comme on peut le voir sur toutes ces personnes qui constituent les listes Europe citoyenne. Et je pense que la politique a besoin de pragmatisme, elle a besoin de personnes qui collent à la réalité du quotidien des gens. Effectivement, le vivre ensemble, c'est une vraie question qui se pose en France, mais le bien vivre aussi se pose. Et je trouve notre rencontre tout à fait singulière, et je pense que la rencontre entre le féminisme populaire, qui est vraiment concentré sur la question de la relégation sociale, la question de l'échec scolaire, la question du chômage, la question aussi du point aveugle de notre société que sont les femmes, et puis de l'autre côté, je perds le fil de mes idées, je suis un peu émue et fatiguée aussi par mes journées de tournage qui le féminisme populaire.
Oui, et l'écologie, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, ça trouve tout son sens dans tout ce que vous disiez. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que mes collègues ont dit. Et je crois que la rencontre du féminisme et de l'écologie, c'est simplement, pour résumer ce que disait Victor, de mettre au centre des préoccupations l'humain. Et je crois que c'est ça, l'humanisme, l'universalisme. C'est mettre au cœur de nos préoccupations l'humain, notre bien-être, notre dignité, nos libertés, pour construire un pays, on va dire, une société qui fonctionne bien, et une Europe, parce que l'Europe, effectivement, je crois que c'est absolument fondamental aujourd'hui. Les gens sont absolument ignorants de la puissance aujourd'hui de l'Europe sur nos politiques nationales, et je crois que c'est très important de mobiliser un maximum de gens au travers de parcours qui ressemblent aussi aux préoccupations de nos citoyens. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, asseyez-vous. Moi qui suis simplement journaliste ici, bien que je connaisse Corinne, je peux vous dire, en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aucun des partis actuellement en lice ne fournit ce type de candidats qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui défendent pas simplement une cause, mais qui défendent un engagement, un métier qui tourne autour de cet engagement. Et c'est quand même, il faut bien le reconnaître, qu'on soit d'accord, qu'on soit contre, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, que c'est très original dans le décor et dans l'offre politique que l'on nous donne.